Salut Internet. Le 24 février 1997, un feu s'est déclaré dans la station spatiale Mir sur une cartouche d'oxygène, des flammes d'1 mètre de long. Heureusement, les 6 membres à bord parviennent à l'éteindre assez rapidement et évitent ainsi une véritable catastrophe. Entre grands événements très connus qui ont marqué l'histoire spatiale et moments dramatiques évités de justesse, voici certains des pires accidents spatiaux de l'histoire. Le 11 avril 1970, soit un an après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin aient marché sur la Lune, la mission Apollo 13 prenait son take-off direction la Lune. À bord du module Odyssey, les astronautes Lovell, Swigert et Hayes s'apprêtaient à entrer eux aussi dans le cercle très fermé des hommes ayant foulé la surface lunaire. Enfin, ça c'est ce qui était prévu. 56 heures après le décollage, la voix de Swigert a résonné lourdement dans le centre de contrôle. Et si vous l'avez déjà entendu, c'est parce qu'elle a été popularisée par Tom Hanks dans le film Apollo 13. Ouais, l'histoire est tellement épique qu'ils ont fait un film dessus. Et dire qu'ils avaient un problème, c'était clairement un euphémisme quand on sait qu'ils étaient seuls entre la Terre et la Lune face à l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Faut savoir garder son sang-froid dans ces moments-là. Comme la puissance de leur vaisseau et l'oxygène étaient en baisse, ils se sont réfugiés dans le module lunaire, dont le nom Aquarius présageait peut-être sa transformation en canot de sauvetage. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, les vaisseaux des missions Apollo vers la Lune se composaient de 2 parties, le module de commande qui restait en orbite autour de la Lune avec un des 3 astronautes, pendant que les 2 autres s'y posaient avec le module lunaire. Sauf qu'Aquarius, du coup, était fait pour 2 personnes, et à 3, la concentration de CO2 devenait dangereuse. Les MacGyver de l'espace ont donc bricolé avec les moyens du bord un système de filtre. Évidemment, sur Terre, tous les moyens sont mobilisés pour ramener les gars à la maison. Tests, calculs, simulateurs qui ont permis de trouver la solution qui allait sauver tout le monde, utiliser l'orbite de la Lune comme une catapulte. Et le truc fou, c'est que ça a marché. Après plusieurs manips et des dizaines d'heures d'angoisse, les 3 astronautes ont améri en plein Pacifique. L'histoire est dingue, et encore, je vous ai vraiment fait un tout petit résumé de leur odyssée spatiale. Alexei Leonov a sûrement vécu l'un des plus grands moments de solitude que l'humanité ait connu, suspendu à 500 km au-dessus de la Terre. Propulsé par l'URSS en pleine conquête spatiale face aux Américains, Voskhod 2 devait enfoncer le clou de la supériorité soviétique sur les États-Unis après avoir envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Le 18 mars 1965, c'est au tour d'Alexei Leonov d'entrer dans l'histoire en devenant le premier homme à effectuer une sortie extravéhiculaire. Entendez par là une petite balade dans l'espace. Rien, mais vraiment rien ne s'est passé comme prévu. Après 2 ou 3 petites pirouettes, il s'apprête à rentrer au chaud dans son vaisseau. Mais sa combinaison s'est dilatée et a gonflé, à tel point qu'il a l'impression d'avoir lui-même rétréci à l'intérieur. Ses doigts ne sont même plus complètement dans ses gants. Pas pratique pour manœuvrer. Bon, comme il est tenace, Alexei, qui tient un petit peu à la vie, il abandonne pas, il essaie à plusieurs reprises de rentrer dans le sas, sauf qu'il s'épuise, transpire abondamment et augmente dangereusement sa fréquence cardiaque. La fin était proche pour Alexei, surtout qu'il avait 5 minutes avant de passer dans l'ombre de la Terre, où la température du scaphandre peut atteindre moins 120 degrés. C'est alors qu'il a fait un move de survie stratosphérique. Sans autorisation, il ouvre une valve de sa combinaison pour la dépressuriser, alors qu'il risque de manquer d'air. Il parvient finalement avec difficulté à rentrer la tête la première dans le module et enlève son casque en pleine pressurisation pour reprendre sa respiration. Ça a l'air de rien, mais c'est 2 infractions en moins de 10 minutes pour notre camarade qui n'a pas hésité à casser le protocole pour survivre. Finalement, tout est bien qui finit bien. Mais n'empêche, l'instinct de survie dans ce genre de moment est complètement fou. Plein d'astronautes vous le diront, comme Gus Grissom par exemple. Au hasard, c'est pas du tout le prochain dont je veux vous parler. Pour le commun des mortels, l'eau est essentielle pour la survie. Pour les astronautes, c'est totalement l'inverse. Et le moment qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, c'est quand Gus Grissom a failli mourir noyé en 1961. L'astronaute a échappé de peu à la noyade lors d'un retour de mission en s'échappant de sa capsule avant que celle-ci ne sombre dans l'océan suite à un incident. Les images sont assez impressionnantes à voir, tout comme celle de l'incident dont a été victime Luca Parmitano en 2013. Celui-là, je vous avoue, il m'a mis mal. Lors d'une sortie extravéhiculaire,
tard, il a expliqué avoir senti de l'eau à l'arrière de son cou. Il pense d'abord à une fuite de sa gourde ou à de la sueur, jusqu'à ce qu'il sente l'eau commencer à monter. On lui donne l'ordre de mettre fin à la sortie, et c'est là que ça devient le bordel. Il a de l'eau dans les yeux, voit presque plus rien, mais parvient quand même à s'orienter en suivant son câble de sécurité et à s'en sortir. Et cette histoire m'a aussi fait penser à celle de l'astronaute Chris Hadfield, qui est devenu temporairement aveugle en 2001 lors d'une de ses missions. À cause de l'absence de gravité, rien ne tombe. Donc si tu pleures, les larmes s'agglutinent sur tes yeux et forment des petites boules qui grossissent et t'empêchent de voir. Dans le cas de Chris Hadfield, ce qu'il a aveuglé s'avérait être en fait une solution anti-brouillard qui a irrité ses yeux. Il a finalement fait entrer de l'oxygène dans le casque pour libérer ses yeux et a continué sa mission comme si de rien n'était. Tenez, on a parlé de Gus Grissom qui a failli se noyer. Apparemment, il a retenu de ses expériences passées, car c'est encore lui, là, en train de prier avec ses collègues d'Apollo 1, Edward White et Roger Chaffee, au-dessus de leur nouveau module. Le cliché a ensuite été expédié directement par ces bons blagueurs au directeur du bureau du programme Apollo Spacecraft, avec un commentaire qui disait en gros « Bon frérot, c'est pas qu'on te fait pas confiance, mon bon Joe, mais voilà, cette fois-ci on a décidé de s'en remettre un petit peu au divin. » Malheureusement, ce qui devait rester une simple blague historique des premiers Apollo Men est devenu l'image d'un des plus grands drames de la conquête spatiale. La mission a littéralement été rushée sous la pression du président Kennedy, quitte à sacrifier un petit peu la sécurité. Le 27 janvier 1967, la NASA organise une répétition générale du lancement. Nos trois compères sont entièrement équipés et installés dans l'habitacle. Les matériaux utilisés dans la capsule étaient hautement inflammables, elle était remplie à 100% d'oxygène, autrement dit, il suffisait d'une toute petite étincelle pour que le cockpit se transforme en boule de feu. À peine la procédure est lancée qu'un max de problèmes s'enchaînent. La communication avec le centre de contrôle est catastrophique. Une forte odeur de gaz se répand dans la cabine, une alarme se déclenche, et puis des hurlements. Il y a un feu dans le cockpit. Bon, je vous épargne les vraies voix des astronautes qui ont été enregistrées parce que ça glace le sang. En quelques secondes, Gus, Roger et Hayward décèdent. Les équipes autour n'ont rien pu faire. Suite à ce drame, la NASA a considérablement amélioré les missions Apollo pour que plus jamais un tel brasier se déclenche. Bon, et pour pas achever ce fait trop dans la tristesse, je vous laisse cette image lunaire de l'équipage dans une piscine, beaucoup trop chillax. Les accidents des navettes spatiales Challenger et Columbia. Ces deux événements ont marqué le monde tant par leur caractère exceptionnel que par le fait que les deux catastrophes aient été filmées en direct. En 1986, la navette spatiale Challenger décolle avec à son bord 7 astronautes. Un peu moins de 2 minutes plus tard, le véhicule se désintègre. Des millions de personnes sont témoins de l'accident, dont les élèves du Concord High School qui assistent au décès de leur professeur. Christa McAuliffe était en effet censée être la première civile à aller dans l'espace. En ce qui concerne l'accident de la navette Columbia, il a eu lieu le 1er février 2003 lors de son retour sur Terre. Et ce qui est terrible, c'est que cet accident s'est, d'une certaine manière, produit 2 semaines avant l'explosion de la navette. Je m'explique. Au moment de son lancement, la navette a subi plusieurs impacts qui ont endommagé la structure de l'appareil. Lorsqu'ils étaient en orbite, les ingénieurs ont bien soupçonné des dégâts, mais ont estimé que ça allait le faire. Et c'est lors de leur retour que des gaz chauds se sont infiltrés dans les parties abîmées et ont provoqué la désintégration du vaisseau. Challenger et Columbia ont été des arguments de poids pour mettre fin au projet de la navette spatiale, devenu trop cher, trop dangereux et plutôt obsolète. Si vous voulez en apprendre plus, il y a full documentaires très intéressants sur YouTube. La mission Soyouz 18A. C'est vrai, c'est pas la plus connue. Si on sait peu de choses sur cette mission, c'est surtout à cause de l'Union soviétique qui a pas trop voulu ébruiter certains détails. Alors j'avais envie de rendre un petit peu justice à cette histoire et aux 2 cosmonautes qui ont franchement passé une sale journée à l'époque. 5 avril 1975, terre kazakh, cosmodrome de Baïkonour. 2 cosmonautes soviétiques décollent direction l'espace. Après 5 minutes de vol, coup dur, les 2e et 3e étages de la fusée ne se séparent pas correctement. La trajectoire de la fusée est complètement déviée et une procédure d'urgence est lancée pour tenter de sauver les 2 hommes. Après une chute vertigineuse, leur capsule a dévalé le flanc d'une montagne avant d'être stoppée par la végétation à quelques mètres d'un précipice. Les 2 gars se sont retrouvés dans une zone enneigée, très escarpée et très compliquée à atteindre pour les équipes de secours, d'autant plus qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir atterri en zone soviétique. Ils avaient peur d'être en territoire rattaché à la Chine, avec qui, les relations à l'époque n'étaient pas forcément au beau fixe. On raconte même que
que Lazarev, un des 2 cosmonautes, aurait brûlé des documents top secrets au cas où les Chinois les récupéraient avant les Russes. Encore maintenant, on n'est pas très sûr de l'endroit précis où ils ont atterri. Les versions varient, mais en gros, voilà, on prend une carte, on fait un gros cercle, tout ça c'est copain, ça c'est un peu copain, ça c'est vraiment pas copain, t'as pas envie de tomber là. Donc dans le doute, autant tout brûler. En tout cas, au-delà de ça, cette mission a quand même impacté la santé de l'un des 2 cosmonautes qui n'a jamais plus volé après ça. Finissons cette vidéo avec un objet flottant non identifié. En 1969, la mission Apollo 10 est en cours. Il s'agit d'envoyer un équipage autour de la Lune pour préparer au mieux la prochaine mission, Apollo 11, celle qui allait mettre le premier homme sur la Lune. Mais alors que ça fait plusieurs jours que les gars tournent tranquillement autour de la Lune, la voix du commandant résonne. Qui a fait ça? Qui a fait quoi en fait? La réponse se fait entendre quelques secondes après. Donnez-moi un mouchoir les gars, il y a un étron qui flotte dans les airs. Vous avez bien compris, les 3 hommes ont eu la bonne surprise d'accueillir un 4e membre d'équipage. Et au vu de la retranscription, absolument personne n'en a assumé la paternité. Bon par contre ils se sont bien marrés. Alors pour donner un petit peu de contexte, sachez qu'à l'époque les aspirateurs à caca c'était pas encore venu. Il fallait donc se contenter d'un sac en plastique qu'on se scotchait sur les fesses. Donc forcément des accidents pouvaient de temps en temps arriver. Une crotte aventurière qui voulait voir par le hublot pouvait à tout moment s'enfuir de son contenant. Le risque d'une catastrophe mécanique était certes minime, mais je suis persuadé que le préjudice psychologique de voir un petit bout de caca flotter dans la pesanteur devait être immense, vraiment. En ce qui concerne le fin mot de cette histoire, eh ben le secret est toujours bien gardé par le commandant Tom Stafford depuis plus de 50 ans. On sait toujours pas lequel des 3 a fait ça. Mais perso, j'ai une petite idée de la manière dont il est arrivé là. Allez hop, atterrissage sur la terre ferme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, messieurs, dames. N'oubliez pas que si vous mettez un like, c'est un petit pas pour le viewer, mais un bond de géant pour la chaîne. Salut Internet.